Merci pour l'introduction et pour l'invitation. Merci d'être là. Donc, je vais vous parler ce soir de composés per- et polyfluoroalkylés, qu'on appelle PFAS, 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 comme vous voulez. Je pense que j'utiliserai beaucoup PFAS plutôt. Mais c'est un acronyme anglais et c'est une déformation. Donc voilà, je vais vous parler de ces composés, dresser un peu un état des lieux, illustrer un peu mes propos par des exemples tirés des travaux de recherche qu'on mène à EPOC à Bordeaux. C'est une unité mixte du CNRS et de l'Université de Bordeaux. Et puis je prendrai quelques autres exemples. Et bien sûr, c'est une présentation qui n'est pas du tout exhaustive. Et voilà, vous pourrez me poser des questions si vous en avez. Et me poser des questions aussi si ce que je vous ai raconté n'est pas clair. Voilà, j'espère être clair quand même. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de limite planétaire. C'est un ensemble de seuils qui a été défini pour différents paramètres. Alors la définition n'est pas super, je ne vais pas tous les lire, mais vous voyez ici le changement climatique, la perte de biodiversité, puis vous voyez une limite qui s'appelle nouvelle entité. Nouvelle entité, c'est ce qui correspond aux xénobiotiques. Les xénobiotiques, c'est des composés qui vont être étrangers aux organismes vivants, donc des molécules synthétisées par l'homme, de façon volontaire ou pas. Et ce qu'on sait, c'est que la dissémination dans l'environnement de ces xénobiotiques, en gros depuis la révolution industrielle et encore plus depuis l'essor de la chimie organique de synthèse dans les années 1930, cette dissémination de xénobiotiques, elle a mené à une pollution généralisée des écosystèmes. Et maintenant, on sait que c'est un des principaux moteurs des changements globaux. Donc les changements globaux, ça dépasse largement le changement climatique. Alors vous voyez le dépassement des limites, pardon. En 2009, on était à 3 limites plutôt que frontières franchies. 4 limites en 2015 et en 2023, 6 frontières dont la limite nouvelles entités. J'en reparlerai un peu plus loin dans la présentation. Mais clairement, cette pollution, elle est vraiment considérée comme un des facteurs de changement majeur du fonctionnement des écosystèmes. Alors, on aurait pu parler de plein de polluants. Ce soir, on va parler des PFAS. Donc, les PFAS, c'est une famille de polluants que je vais vous présenter plus en détail juste après. La communauté des sciences de l'environnement s'y intéresse depuis 20-25 ans. Mais c'est devenu un objet médiatique puis politique que très récemment. Puisqu'en fait, les médias s'en sont emparés, je dirais, depuis 3 ans, à peu près, de façon croissante. Beaucoup plus depuis 2 ans. Et la sphère politique s'en est emparée de façon encore plus récente, je dirais 2 ans, avec d'abord un plan d'action interministériel sur les PFAS, et puis un rapport qui a été piloté par un député du Rhône, qui est sorti en 2024, qui est député de Pierre-Bénite. Et puis une proposition de loi dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été examinée au printemps à l'Assemblée, puis à l'automne au Sénat, qui a été adoptée, qui a été très amendée pour qu'il y ait un consensus, mais il y a quand même ce premier pas réglementaire, enfin législatif au niveau national. Donc c'est un texte qui est censé revenir à l'Assemblée pour être adopté définitivement. Bon voilà, dans le contexte qu'on connaît tous, je sais pas ce qui viendra de ce texte, on verra. Je suis pas sûr que ce soit une des priorités, mais on verra bien. Voilà. Donc alors, les PFAS, de quoi on parle? Ne lisez pas tout. Ce que je veux juste vous montrer ici, c'est que il n'y a pas de consensus. Il y a une succession de définitions qui ont été proposées depuis 2011, avec initialement une première définition proposée par un consortium qui rassemblait à la fois des acteurs provenant de l'industrie et du milieu académique. Donc une première tentative de définir une nomenclature, de normaliser les choses et de définir ce qu'est un PFAS. Succession de définitions, 2 proposées par l'OCDE, une par l'Agence américaine de protection de l'environnement, et celle qui fait plutôt référence en Europe actuellement, c'est la dernière qui a été proposée par l'OCDE en 2021. Et donc là c'est pareil, on va pas tout lire, mais ce qui est important c'est de savoir qu'un PFAS, c'est une molécule qui contient ou un groupement CF3, donc un atome de carbone avec 3 atomes de fluor greffés, ou un groupement CF2, donc un carbone et 2 atomes de fluor. Et ça, c'est une définition qui est beaucoup plus large que ce qui avait été proposé jusqu'à présent. Ce qui fait que avec cette définition, évidemment, on inclut les composés historiquement classés comme des PFAS, mais on inclut aussi des composés qui sont des pesticides ou des produits pharmaceutiques.
sur lesquels on vient greffer des atomes de fluor pour modifier ce qu'on appelle les propriétés pharmacocinétiques, c'est-à-dire la durée de vie, par exemple, de la molécule dans votre organisme. Donc, ce qui permet éventuellement de l'utiliser à des doses plus faibles. Mais du coup, voilà, avec ce qu'il faut retenir, c'est une définition qui fait pas consensus, qui est notamment très largement critiquée par l'industrie, parce que très large et très englobante. Alors, là c'est pareil, ne regardez pas tout. Avec la définition OCDE de 2021, on ne sait pas exactement à combien de molécules on a affaire. On estime que c'est 10, 12 000. J'ai vu passer un papier il y a quelques temps qui disait 1 million. Bon, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas. Je pense qu'on est plutôt de cet ordre-là, peut-être un peu plus. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'avec la définition OCDE qui était plus restrictive, celle de 2018 qui était plus restrictive, puisque là, pour qu'un composé soit un PFAS, il fallait pas qu'il y ait seulement un groupement CF2 ou CF3, il fallait qu'il y ait 2 carbones adjacents, donc qui liés l'un à l'autre, qui comportaient des atomes de fluor. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus restrictif. Et là, on parle plus de pesticides ou de médicaments, on est vraiment sur un autre type de composé. Là, on sait qu'avec cette définition-là, on a 4730 composés qui ont ce qu'on appelle un numéro CAS. Le numéro CAS, c'est un peu comme une plaque d'immatriculation pour un composé. C'est un identifiant non ambigu. Et on estime que sur ces 4730, il y a au moins 3000 composés qui ont potentiellement été mis sur le marché, dans des quantités variables, mais au moins synthétisés et commercialisés. Le problème qu'on a en tant que chimiste de l'environnement, oui, je me suis pas présenté en fait, j'ai une formation de chimiste, d'ingénieur chimiste, et je suis venu à la chimie de l'environnement. Donc je travaille sur les sources, le devenir, l'impact des polluants dans l'environnement, et sur les PFAS depuis une quinzaine d'années. J'aurais pu vous dire ça en préambule. Donc en tant que chimiste de l'environnement, on a peu, voire pas d'informations sur les usages de ces composés. On a des informations, mais elles sont souvent très parcellaires et on a du mal à faire des inventaires. Au sein de cette famille qui est très large, même en considérant la définition de 2018, on est obligé de faire des distinctions entre sous-groupes pour s'y retrouver et savoir de quoi on parle. Donc la première distinction qu'on fait, c'est entre les polymères, donc des molécules de très grande taille, et les non-polymères, donc des molécules de plus petite taille, qui ne sont pas des macromolécules. Et ensuite, on va distinguer, je vais vous le montrer juste après avec un schéma, on distingue ce qu'on appelle les composés perfluoroalkylés et les composés polyfluoroalkylés. Et en tant que chimiste de l'environnement et toxicologue, on s'intéresse plutôt aux composés non polymériques, parce qu'ils sont considérés comme étant beaucoup plus mobiles, donc avec un potentiel d'émission dans l'environnement et vers les organismes vivants beaucoup plus élevé, biodisponibles, donc disponibles pour le vivant, et potentiellement toxiques. On en reparlera aussi. Alors là, vous avez la structure générique d'un PFAS non polymérique. Donc vous avez ici une chaîne alkylée, donc constituée d'atomes de carbone, en gris, qui peut être poly ou perfluoroalkylée. Ici, c'est l'exemple d'une molécule qui est perfluoroalkylée, puisque tous les atomes d'hydrogène, qui devraient figurer en blanc, comme celui-ci, ont été remplacés par des atomes de fluor. Donc ça, c'est une molécule perfluoroalkylée. Une molécule polyfluoroalkylée, elle comporterait quelques atomes de fluor, en général de ce côté-ci. Pardon, d'hydrogène, excusez-moi, je suis fatigué. La journée a été longue, on était à Lyon ce matin, et on enchaîne. Cette chaîne alkylée fluorée, elle a des propriétés atypiques, puisqu'elle va être à la fois hydrophobe, donc elle repousse l'eau, mais aussi lipophobe, elle va repousser les graisses. Si on ajoute un groupement hydrophile au bout ici, donc ici c'est une fonction acide carboxylique, mais donc il y a différents types d'acides, des alcools et d'autres fonctions qui peuvent être greffées, donc des fonctions qu'on qualifie de polaires, qui vont avoir plus d'affinité pour l'eau. Là on va conférer ce qu'on appelle un caractère amphiphile à la molécule, et on va avoir un agent tensioactif. Par ailleurs, la liaison carbone-fluor, c'est la liaison simple la plus forte dans le domaine de la chimie, dans le monde de la chimie organique. Donc cette liaison, elle est très stable. Il faut beaucoup d'énergie pour la rompre. Et en plus, si on multiplie les liaisons carbone-fluor sur ce type de molécule, en fait, on va stabiliser la chaîne alkylée. Donc, le fait d'avoir beaucoup d'atomes de fluor, ça va conférer une très grande stabilité chimique et thermique à ces molécules, qui est d'autant plus élevé que qu'on a substitué les atomes d'hydrogène, donc plus élevé pour les composés perfluoroalkylés que pour les polyfluoroalkylés. Et donc globalement, on a des propriétés atypiques avec des molécules qui peuvent repousser l'eau et les graisses. Donc je l'ai dit, très stable thermiquement, chimiquement, mais qui conservent un côté hydrosoluble, donc soluble dans l'eau, et qui vont avoir une affinité, ça c'est plus original, pour les protéines.
Donc ça a des impacts en termes d'accumulation par les organismes vivants. Bon, j'en parlerai pas trop aujourd'hui, mais on pourra en discuter si vous voulez. Et donc l'ensemble finalement de ces caractéristiques a conduit à une utilisation vraiment massive de ces composés dans une multitude d'applications depuis les années 1950. D'abord dans le domaine du nucléaire, de l'armement, et puis après voilà, une multitude d'applications qui sont listées ici, et c'est pas du tout exhaustif. Donc dans un contexte industriel, formulation de mousse anti-incendie, pesticides, soit dans la formulation des pesticides, soit en tant qu'agent pesticide, fluides fonctionnels, par exemple des lubrifiants. Et ce qui va peut-être vous parler plus, c'est les produits manufacturés, donc c'est plutôt les produits de notre quotidien. Donc on trouve des PFAS dans de très nombreux emballages alimentaires, dans les textiles techniques, dans les vêtements d'extérieur par exemple, type Gore-Tex, dans les textiles, bon c'est pas listé là, mais dans les textiles traités anti-salissure, parfois vous avez pu voir peut-être la mention Scotchgard sur certains textiles, c'est un traitement anti-salissure qui est à base de composés fluorés. Cosmétique, ouais, avec un accent et sans faute. C'est vrai qu'on penserait pas forcément à ça, mais il y a énormément de produits cosmétiques qui contiennent des PFAS, et c'était justement un des points ciblés dans la proposition de loi. Les ustensiles de cuisson, bon, vous avez peut-être entendu parler, mais on utilise beaucoup d'ustensiles de cuisson qui possèdent un revêtement anti-adhésif à base de matériaux fluorés. Et on a une production, comme je disais, qui est massive, essentiellement des fluoropolymères. C'est à peu près 300 000 tonnes par an, donc c'est très important. Ça reste faible par rapport à la production globale de plastique, mais c'est quand même très conséquent. Et ici, c'est ce que j'ai dénommé PFAA, c'est des acides carboxyliques, donc c'est des composés qu'on va utiliser soit directement pour ces usages ici, soit pour la synthèse des fluoropolymères. Et là, il y a des inventaires et des modélisations qui ont été faites. On estime que c'est à peu près 25 000 tonnes à l'échelle planétaire qui ont été produits, ou qui seront plutôt émises entre 1950 et 2030 dans l'environnement. Alors quelques éléments par rapport à la réglementation. Voilà, c'est pas exhaustif, hein, il manque beaucoup d'éléments ici. La réglementation, elle évolue en fonction de nos connaissances sur la présence de ces composés dans l'environnement et de leur toxicité, donc on croise les deux. Et ça amène forcément à un durcissement progressif, très progressif de la réglementation. Puisque la première vraie réglementation, c'est le fait d'inclure le PFOS dans la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. C'est une convention internationale qui régit d'autres familles de polluants qui peuvent poser des problèmes à l'échelle planétaire, à l'échelle globale. Ce qu'on voit, c'est assez, je pense que c'est un fait unique en fait. On a un arrêt de la production de PFOS, donc le composé emblématique de la famille, par 3M, qui est une très grosse compagnie américaine qui produit des produits chimiques, qui a devancé en fait la réglementation américaine et qui a unilatéralement, spontanément arrêté sa production. Parce qu'en fait, voilà, elle savait qu'aux États-Unis la réglementation allait se tendre et qu'au niveau international ça allait se tendre aussi. On a des composés qui progressivement ont été inclus dans des directives cadres européennes. Donc celle sur la directive cadre eau, elle concerne l'eau de notre environnement, les eaux de surface, les eaux souterraines, les milieux littoraux. Donc un PFAS inclus en 2013 dans cette directive. Deux nouveaux composés inclus dans la Convention de Stockholm, mais vous voyez, il y a 13 ans entre les deux. Là, il y a d'autres composés qui sont actuellement examinés, mais ça prend des années, en fait, c'est des dossiers énormes. J'attire votre attention aussi sur le fait que les PFAS sont inclus depuis 2020 dans une directive qui s'appelle EDCH. EDCH, ça veut dire eau destinée à la consommation humaine. Donc c'est l'eau qu'on boit. Donc il y a cette directive qui est entrée en vigueur en 2020, mais la réelle entrée en vigueur, c'est janvier 2026. Sauf si on sait qu'il y a un problème. Et là, il y a une obligation de suivi et il y a une norme, on en reparlera après. Et puis voilà, ici, donc, toujours la directive cadre eau. Ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'en 2013, on a un seul composé. En 2023 ou 24, 25, on ne sait pas exactement. C'est 24 PFAS. Donc on élargit le champ. Et la réglementation concerne de plus en plus de composés. Et comme je vous disais, c'est pas exhaustif. Il y a d'autres types de réglementation. Par exemple, l'EFSA, c'est l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Elle vise 4 composés seulement. Donc, vous vous souvenez, hein, je dis qu'il y en avait plus de 3000 potentiellement qui avaient été mis sur le marché. Voilà, l'EFSA cible 4 composés pour lesquels il y a une norme dans les aliments. Et au niveau REACH, donc qui est la réglementation européenne sur les produits chimiques, là on prend en compte plus largement les PFAS. Et il y a d'ailleurs
une proposition d'interdiction globale des PFAS qui a été déposée par 4 pays du nord de l'Europe plus la Norvège auprès de l'ECHA, donc l'agence européenne qui gère les produits chimiques. Et c'est donc une proposition d'interdiction globale, à pas faire du cas par cas à l'échelle individuelle, mais arrêter, c'est une position de principe un peu maximaliste, je pense, pour être en position de négocier avec les industriels. Il y a du lobbying, je pense que ça va déboucher peut-être sur une interdiction partielle, ou en tout cas des restrictions fortes. J'ai un petit peu parlé de toxicité, moi je suis chimiste, je suis pas toxicologue, donc je vous donne juste quelques éléments généraux. Vous pourrez trouver par exemple plus d'informations sur le site de l'ANSES, où c'est bien détaillé. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on a des données abondantes pour un nombre très restreint de PFAS. J'en ai listé 4 ici. Donc 3000 composés potentiellement mis sur le marché, 4 composés qui sont parmi les majeurs, mais voilà, pour cela, on a assez bien caractérisé la toxicité. Il y a des effets qui sont documentés chez l'homme, donc comme je l'indique ici, qui sont soit avérés, soit suspectés. Un caractère cancérigène qui est avéré pour un PFOS, c'est le PFOA ici, depuis fin 2023. Il a passé toutes les étapes. Et puis des effets suspectés, comme l'altération du système thyroïdien, avec pour conséquence une altération du développement, altération du métabolisme du cholestérol, avec tout un tas de pathologies qui en découlent. Altération également de la stéroïdogénèse, donc la synthèse des stéroïdes et le métabolisme des stéroïdes, ça a un impact direct sur le système sexuel et notamment le développement des gonades et la reproduction. Et puis le dernier effet qui est documenté, qui est un peu le plus chaud là en ce moment, c'est l'altération du système immunitaire, notamment l'altération de la réponse vaccinale, en particulier chez les enfants. Ce qu'on sait, c'est une évidence, c'est que c'est l'impossibilité de renseigner individuellement la toxicité des PFAS. On peut pas, molécule par molécule, faire les tests pour renseigner les différents effets toxiques. Ce qui nous pousse à raisonner à l'échelle de groupe, voire, comme je disais, à l'échelle de la famille entière. C'est la position qui est portée par certains pays dans l'Union européenne. Mais il y a encore pas mal de manque de connaissances. C'est ça que vous pouvez retenir aussi. Alors, les PFAS non polymériques sont beaucoup plus mobiles que les polymères et ils ont des émissions et un comportement très complexe dans l'environnement. Donc, je ne vais pas détailler ce schéma-là, ça représente juste les différents types de transferts auxquels on peut s'intéresser quand on travaille sur ce qu'on appelle l'écodynamique, la dynamique, les transferts de composés dans l'environnement. Pourquoi c'est compliqué dans le cas des PFAS non polymériques ? Parce qu'on va avoir à la fois des sources primaires qui peuvent être liées à des usages directs, dans les cosmétiques, dans différentes formulations, dans la synthèse de fluoropolymères, mais également des sources secondaires qui sont liées par exemple à la présence de résidus dans les polymères. Lors de la phase initiale de l'utilisation des polymères, on peut avoir des relargages de composés indésirables, dont ces PFAS non polymériques, et on peut aussi avoir des processus de transformation, j'en parle juste après. Donc cette complexité, elle fait qu'on a du mal à prévoir a priori les transferts dans l'environnement, d'une part parce qu'on manque de descripteurs de la physico-chimie, des propriétés de ces molécules, et en plus on manque de modèles prédictifs pour nous orienter. Pour un certain nombre de PFAS, quelques dizaines, il n'y a pas de processus de dégradation pertinent dans l'environnement. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont émis, ils vont changer de compartiment, ils vont passer de l'air à l'eau, au sol, aux eaux souterraines, aux sédiments, mais sans être dégradés. Donc on a des émissions finalement qui sont cumulatives, c'est des composés qui vont s'accumuler dans l'environnement. Donc ça c'est vrai pour certains sous-groupes de PFAS, par exemple les acides carboxyliques ou sulfoniques, qui sont perfluoroalkylés, qui en plus ont un groupement fonctionnel qui ne va pas être transformé dans l'environnement. Donc ceux-là ils sont inertes, il ne va rien leur arriver en termes de réactivité. Par contre, pour les PFAS les moins persistants, on peut avoir des processus de transformation. Donc c'est ce que j'illustre ici. Donc les composés qui sont réactifs, c'est les composés qui sont polyfluoroalkylés, sur lesquels on a conservé des atomes d'hydrogène. Ceux-là, ils peuvent subir des processus de transformation qu'on appelle biotiques, donc qui font appel au vivant, ou abiotiques. C'est des processus qui font pas appel au vivant. Ça, par exemple, là, une réaction qui va être causée par les radiations solaires. Voilà, ça ne fait pas intervenir d'organismes vivants. Des temps de demi-vie, donc le temps qu'il faut pour que 50% de la molécule disparaisse, qui sont très variables, ça va aller de quelques jours à quelques années. Ça va dépendre du type de réaction qu'on considère et bien sûr du type de molécule et de sa structure physico-chimique.
Donc c'est ce qu'on voit ici. Ici c'est le processus de dégradation microbienne d'un composé qui s'appelle le 6,2-FTAB, qui était très largement utilisé dans les mousses anti-incendie. Et in fine, on a un produit de dégradation terminale qui est je vous passe l'acronyme, c'est un petit acide carboxylique qui lui est très stable dans l'environnement. Donc on a de très nombreux intermédiaires réactionnels, ça c'est une constante dans tous ces processus de transformation, et des produits de transformation terminaux qui sont très persistants, donc qui sont des acides ou des éthers. Ici c'est un acide. Donc ces composés, les PFAS, qui sont qualifiés de polluants éternels dans les médias, sont soit persistants de façon intrinsèque, soit leurs produits de transformation sont persistants. Donc dans tous les cas, on a affaire à quelque chose qui peut être qualifié d'éternel, en tout cas d'extrêmement persistant. Pour l'instant, on n'a pas mis en évidence de procédé de dégradation pour ce type de molécules, de processus pertinent dans l'environnement pour ce type de molécules. Alors, je vous parle aussi aujourd'hui beaucoup de composés non polymériques, mais je vais juste m'en rester un instant pour me focaliser un petit peu sur les polymères, parce que il y a beaucoup de contre-vérités qui ont été assénées dans les médias sur la période récente, notamment lors de l'examen du texte de loi et même plus récemment. Alors, ce qui est mis en avant, c'est le caractère, l'innocuité de ces polymères. Alors, d'une certaine façon, c'est vrai. Lors de la phase d'utilisation, qui est ici, effectivement, il n'y a pas de problème majeur. C'est-à-dire que quand vous utilisez chez vous une poêle, je prends cet exemple parce qu'on en a beaucoup parlé dans les médias, une poêle en moule avec un revêtement anti-adhésif constitué de matériaux fluorés, il n'y a pas de problème majeur si vous l'utilisez dans des conditions normales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surchauffe, il n'y a pas d'abrasion, là ça va. Enfin, c'est en tout cas l'état des connaissances scientifiques dit ça pour l'instant. Mais en fait, ce qui est important, c'est de dézoomer et de raisonner à l'échelle du cycle de vie. Donc c'est ce qui est représenté sur ce schéma ici. Parce qu'on sait qu'on peut avoir des émissions indésirables lors de la phase de synthèse. L'exemple de Pierre Bénite, pas très loin, est un exemple criant. Si on maîtrise pas les émissions, notamment de tensioactifs qui sont utilisés pour synthétiser les polymères fluorés, ça mène à la contamination généralisée à l'échelle locale, voire régionale. On peut aussi avoir des résidus de synthèse, ce qu'on appelle des oligomères, donc une étape intermédiaire entre l'élément de base, le monomère, et le polymère. Et ça, c'est pas maîtrisé, c'est très mal connu, mais potentiellement ça peut être problématique. Et on peut avoir également des émissions lors de la phase d'élimination, parce que si on incinère des produits contenant des polymères fluorés à trop basse température, dans un incinérateur ménager, c'est 700-800 degrés. Si on travaille à cette température-là, l'incinérateur va devenir une source secondaire de PFAS problématique. Le polymère va être cassé, dégradé en plus petites molécules, potentiellement accessibles aux vivants et susceptibles d'induire des effets toxiques. Donc si on veut éliminer complètement les PFAS, il faut utiliser des incinérateurs pour déchets dangereux ou des fours de cimenterie où on travaille là plutôt à 1300-1400 degrés et on va avoir une dégradation complète. Donc ça pousse finalement à réfléchir sur les usages essentiels à court terme. On va savoir ce qui relève, réfléchir collectivement à savoir ce qui relève d'un usage de confort et ce qui relève d'un usage essentiel. Actuellement, ce qui fait assez consensus, c'est l'usage dans le domaine biomédical ou la transition énergétique. On a besoin de polymères fluorés pour produire des batteries électriques. Si on fait le choix au niveau national et européen de basculer sur les moteurs électriques au détriment des moteurs thermiques, on a besoin de produire des batteries. Et pour l'instant, on ne sait pas le faire à l'échelle industrielle sans polymères fluorés. Donc il y a des choix à faire. Bon, je pense qu'ils seront vite faits dans ces deux domaines-là. Mais il y en a plein d'autres, j'ai mis des points de suspension, on pourra en parler. Et ça pousse aussi malgré tout, même si on conserve des polymères dans ces domaines-là, à promouvoir la recherche pour des alternatives plus sûres. Alors là, je vais vous parler plus des écosystèmes aquatiques. Avec un premier exemple qui illustre la présence généralisée des PFAS dans le réseau hydrographique, donc l'ensemble des cours d'eau. On a eu la chance de participer à une campagne à l'échelle nationale en 2012, puis une autre en 2018. Donc c'était une action prospective. L'idée c'était de générer des résultats qui permettent au pouvoir public de mettre à jour les listes de surveillance. Donc là, il n'y avait pas d'état des lieux fait pour les PFAS à cette époque-là. Donc on a fait des dosages dans l'eau, donc la phase dissoute, on enlève les particules, on travaille sur ce qui reste. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a détecté très fréquemment certains PFAS, jusqu'à 85% des cours d'eau. Et on avait des cours d'eau de type très variés. On avait des sites industriels, des zones agricoles, des zones urbaines, des sites de référence dans les zones de montagne par exemple. Et on a quand même des fréquences de détection qui étaient extrêmement élevées.
Des niveaux qui sont très variables. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est la somme d'épiphases. Donc entre quelques nanogrammes par litre et 600, presque 1000 nanogrammes par litre. Donc c'est extrêmement faible. Peut-être ça vous parle pas les nanogrammes par litre, mais c'est on part du gramme par litre, on divise par 1000, on a des milligrammes, encore par 1000, des microgrammes et encore par 1000 des nanogrammes. Donc c'est extrêmement faible. Parfois on utilise l'image d'un sucre dans une piscine olympique. C'est un peu ça l'idée de la dilution. Mais on peut avoir des effets toxiques à ces niveaux de concentration. Donc on voit qu'on a des niveaux qui sont extrêmement variables, et ici j'ai fait figurer en rouge le seuil qui est indiqué dans la directive cadre sur l'eau destinée à la consommation humaine. Pour la somme de 20 PFAS, c'est 100 nanogrammes par litre. Donc voilà, nous on avait une médiane à 8, donc le trait il est ici. C'est-à-dire que l'immense majorité des échantillons à cette époque-là, donc en 2012, étaient inférieurs à ce seuil, mais on voit qu'on avait quand même pas mal de points qui dépassaient la norme. Donc si vous voulez utiliser cette eau-là, parce qu'il y a de l'eau potable qui est produite à partir d'eau de surface, à partir des cours d'eau, si vous utilisez cette ressource, vous voyez bien que vous allez être obligé de mettre en œuvre un traitement spécifique pour avoir un abattement et réduire la concentration à surface. Bon, ça je peux passer, on rentre trop dans le détail. On a aussi travaillé sur les sédiments, donc qui sont au fond des rivières, des cours d'eau. Donc là, il y a une comparaison entre 2012 et 2018. Je ne vais pas tout détailler, mais ce que vous pouvez voir, c'est que dans le sédiment aussi, on a des fréquences de détection qui sont très élevées. Il y a quasiment 80% des cours d'eau dans lesquels on détecte au moins un PFAS. Donc ça aussi, ça traduit la présence généralisée de ces composés. Ce qu'on a fait la différence pour nous entre 2012 et 2018, c'est qu'on a élargi nos listes. Vous vous souvenez, j'ai parlé de 3000 composés potentiellement mis sur le marché. Là, nous, on en dosait même pas 20. Bon, là, on était content, on était passé à quasiment une trentaine. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est la présence de PFAS d'intérêt émergent. C'est pas des molécules nécessairement nouvelles, c'est l'intérêt qu'on leur porte qui est émergent et qui est nouveau. Des composés sur lesquels on avait peu, voire pas donné, qu'on était les premiers à mettre en évidence dans les milieux aquatiques. Donc ici, vous avez la cartographie des sites. Les composés historiques, voilà, ils sont ici en bleu, donc ça vous représente la concentration ici, vous voyez qu'il y a une distribution qui est assez large. Et ce que j'entourais en orange, et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention, c'est le fait que sur certains sites, on peut avoir une contribution très importante des PFAS dits d'intérêt émergent. Et ça, c'était des résultats plutôt nouveaux, parce que le caractère ubiquiste, donc très répandu, ça on savait, on l'avait déjà vu, mais la contribution de ces composés d'intérêt nouveaux, c'était un peu une surprise. Hop, je vais directement là, pour pas vous faire peur en fait, juste ce qu'on a voulu faire ici, c'est en couplant une approche plutôt géographique avec une approche de hiérarchisation pour distinguer des sous-ensembles. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est distinguer une typologie de sites, voir si on voyait des sites qui se ressemblaient. Et ce qu'on a distingué, finalement, c'est 3 groupes. Un premier groupe ici, à distance de centre urbain, où on avait globalement des niveaux de PFAS relativement faibles, dominés par, je vous fais grâce des acronymes, mais dominés par des composés historiques. Un deuxième ensemble ici, proche de centre urbain ou à proximité d'aéroports, sur lesquels on utilise des mousses anti-incendie, qui contiennent ce type de PFAS ici. Et là, on avait des niveaux plus élevés. Et enfin, un troisième groupe avec des niveaux plus élevés que dans le groupe, on va dire, de référence, avec un profil, donc une abondance relative des PFAS dominée par les composés de type FTSA. Ça, c'est des composés qu'on peut trouver à la fois dans les mousses anti-incendie et qui sont utilisés dans les procédés industriels, notamment pour produire des polymères. Et là, à chaque fois, c'est des sites qui étaient à proximité d'activités industrielles. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'à partir du profil moléculaire, donc ça c'était une première étude, on a besoin d'avoir un jeu de données plus robuste, mais ce qu'on voyait, c'est qu'à partir du profil de PFAS, on pouvait essayer de remonter à un type de source. Et ça a des implications en termes de gestion, par exemple, pour les pouvoirs publics. Ah là, je vais pas tout détailler, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que, outre les aspects spatiaux, on peut s'intéresser aux aspects temporels de la variation des PFAS, donc la dynamique dans l'environnement. Donc là, ce qu'on a appelé sur le temps court, c'est-à-dire une année hydrologique, donc une succession étiage, quand le débit du cours d'eau est faible, crue et puis étiage à nouveau. On a pu travailler sur la Seine, sur un transect de l'amont à l'aval de Paris, et l'idée c'était de voir l'impact de la métropole parisienne sur la qualité d'eau, et notamment sur les PFAS. Donc ici, je vous ai représenté les concentrations. Vous voyez, là, on était à peu près 10 nanogrammes par litre pour la somme des PFAS sur le site amont.
Et à l'aval, c'est pas la même échelle, hein, on monte jusqu'à quasiment 100 nanogrammes par litre, donc un facteur 10 entre l'amont et l'aval de Paris, alors même que le débit du fleuve augmente, hein, il y a des affluents qui viennent se jeter. Ce qu'on a vu, c'est que sur la partie aval, on avait une relation directe entre la concentration des PFAS et le débit du fleuve. Donc ça, c'est une dilution en l'occurrence. Donc ça suggérait une dilution d'apport ponctuel, donc industriel ou via des stations d'épuration, quand le débit du fleuve augmente. Et vous voyez ici, on a tracé des relations entre concentration et débit. Ça nous a permis d'estimer pour les différents sites le flux véhiculé par le fleuve. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la concentration augmente entre l'amont et l'aval, mais le débit du fleuve aussi. Donc on a essayé de quantifier le flux exporté par le fleuve en kilos par jour. Vous voyez, on a une augmentation d'un facteur 80 quasiment entre l'amont et l'aval de l'agglomération parisienne, sous l'influence de sources industrielles, urbaines, on ne sait pas exactement, et un flux annuel à l'aval de l'agglomération parisienne de l'ordre de 350 kg par an. Ça, c'était important de le calculer parce que ça nous permettait de situer la Seine par rapport à d'autres grands fleuves européens. On s'est aperçu qu'en fait, même si nous on considère que c'est un milieu contaminé, à l'échelle européenne, ça n'est pas tant que ça pour les PFAS. La situation est bien pire pour le Pô en Italie ou pour le Rhin en Allemagne. Des bassins dans lesquels on a une activité industrielle nettement plus forte, en tout cas par rapport aux PFAS. On peut travailler aussi sur d'autres échelles de temps. Ici, par exemple, on a travaillé à reconstituer la trajectoire de contamination du bassin du Rhône à l'aide de ce qu'on appelle des archives sédimentaires. Donc on est allé à Condrieu, à la Val de Lion, dans un bras mort du Rhône, on a prélevé une carotte de sédiments. On a travaillé avec des collègues, donc ça c'est interdisciplinaire, on a travaillé avec des collègues géologues et sédimentologues. Eux, ils nous ont proposé un modèle d'âge à partir de différents marqueurs qu'ils utilisent pour la datation. Et on a fait de l'autre côté une analyse moléculaire des PFAS et on a croisé les deux pour pas simplement avoir un profil vertical de la contamination, mais dater en fait les évolutions. Et là, je rentrerai pas dans les détails. Ce que vous pouvez voir, c'est des sauts à la fois. Donc ça représente le niveau de concentration ici. Et puis vous avez des changements de couleur. Et les changements de couleur, ça correspond à des changements d'assemblage moléculaire, un changement du profil moléculaire. Et nous, ces ruptures de concentration et donc vous voyez ce maximum dans les années 90 à 2000. Mais après, il y a des chutes et puis des changements de couleur. Les changements de couleur, on les a attribués à des changements de procédés industriels. Donc c'est les hypothèses qu'on a posées. Je disais ce matin au collègue lyonnais, nous, on n'est pas l'Adréal, en fait. On n'a pas des informations sur les usages. Vraiment, on a énormément de difficultés à avoir ces informations-là. Et donc, c'est les hypothèses qu'on avait formulées à l'époque quand on a publié ces résultats. Maintenant, l'actualité lyonnaise étant ce qu'elle est, il y a des données qui commencent à sortir. Et on voit que c'est des hypothèses qui sont tout à fait plausibles, quoi, et tout à fait cohérentes avec ce qui commence à être rendu public sur l'activité industrielle sur ce site. Maintenant, je vais basculer sur les eaux souterraines. Donc ça, c'est une figure qui est tirée d'un article très récent, qui est paru en avril 2024, qui proposait une première synthèse à l'échelle globale de la contamination des eaux souterraines. Donc vous allez me dire que voilà, il y a beaucoup de zones pour lesquelles on n'a pas de données, c'est vrai. Mais l'étude a au moins le mérite d'exister, de rassembler toutes les données existantes. Et vous voyez qu'on a des niveaux qui bien sûr sont extrêmement variables. On va du bleu peu contaminé au rouge très contaminé, avec certaines zones comme la côte ouest américaine ou l'Australie où les niveaux sont très élevés. Après, ici, la plupart des échantillons ont été prélevés à proximité d'aéroports militaires ou civils, et donc c'est des points chauds de contamination, hein, alors que l'étude que je vous présentais tout à l'heure, faite sur la France, là on avait ciblé au contraire une diversité de sites. Mais ce qu'on peut voir, c'est que malgré tout, on a quand même une contamination, une détection généralisée des PFAS à l'échelle planétaire, y compris dans les eaux souterraines. Et je vous ai remis ici la norme européenne pour l'eau potable, 100 nanogrammes par litre ou 0,1 microgramme par litre. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de points qui dépassent ce seuil. On a des données au niveau national qui sont un peu difficiles à trouver. Là, je les ai tirées d'un rapport d'un rapport du ministère de l'Environnement qui était publié en 2022, je crois, si j'ai mis la date. À partir de données générées par le BRGM, je pense que vous, en tant que particulier, si vous voulez essayer de trouver ces données sur le site du BRGM, c'est pas évident, mais il y a une synthèse dans ce rapport-là. Bon, l'idée ici, c'est juste de vous montrer que à l'échelle nationale aussi, on trouve des PFAS.
un nombre de PFAS et des concentrations qui vont varier en fonction des sites, évidemment, en fonction de la proximité de sources locales de PFAS, en fonction du fonctionnement hydrogéologique du site, c'est-à-dire des échanges d'eau entre la surface et le milieu souterrain. Mais quand même, globalement, on a des PFAS qui sont très fréquemment détectés, quand même à des niveaux inférieurs, enfin des fréquences de détection inférieures aux autres surfaces, mais très fréquemment détectés. Des niveaux qui sont plus élevés quand on travaille sur les nappes alluviales, c'est-à-dire celles qui sont connectées à un cours d'eau, parce que les sources sont en surface, donc ça favorise l'alimentation des nappes, et une disparité spatiale, mais ça je vous l'ai déjà dit. La contamination des eaux souterraines, mais ça c'est vrai aussi pour les eaux de surface, c'est une pollution qui est complexe. Donc là je prends un exemple super récent aussi, tiré d'un papier qui a été publié cette année. Donc des collègues qui ont travaillé sur les eaux souterraines d'un petit cours d'eau dans le nord-est de l'Espagne. Ce qu'il faut voir ici, c'est la prédominance de ces composés qui sont là. En fait, les composés sont, pour chaque sous-famille, ils sont classés par longueur de chaîne croissante. Donc on part du TFA qui est tout petit, et on va jusqu'à un composé ici. Donc lui, il a un atome de carbone fluoré, on va ici jusqu'à 12 atomes de carbone fluoré. Et ce que montre, donc on a une échelle logarithmique aussi. Donc ici, il y a un facteur 100 entre ce point et ce point. Ce qu'on peut voir, c'est que les composés très largement dominants sont des composés à chaîne très courte. Et ça, c'est des résultats qui commencent à sortir depuis 2-3 ans, parce qu'avant on les dosait pas, ces composés-là, on n'avait pas forcément les moyens de le faire. Et on s'aperçoit que ces composés qu'on qualifie de PMT, persistants, mobiles et toxiques, peuvent être, en tout cas dans ce cas-là, mais les exemples se multiplient, dominants dans les ressources en eau. Et ça, c'est un nouvel enjeu, un enjeu de connaissance déjà, et puis aussi un enjeu sanitaire, parce que éliminer ces composés-là pour produire de l'eau potable, c'est pas tout à fait la même chose que essayer d'éliminer des composés qui sont moins solubles dans l'eau. Ça nécessite de mettre en œuvre des procédés beaucoup plus sophistiqués. Oui, ça c'est juste, je peux passer rapidement là-dessus, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas que la communauté académique qui s'intéresse aux PFAS. Les médias, je vous ai dit, se sont emparés de l'objet PFAS depuis 2 ans. Et je ne sais pas si vous avez entendu cette série de reportages sur Radio France, donc les locales, France Bleu et puis France Inter ont fait des reportages et des émissions sur le sujet. Ils ont proposé un dosage de PFAS dans, je crois, 89 prélèvements à l'échelle nationale, donc c'est pas du tout exhaustif, hein, mais ça leur a servi de matière pour leur reportage. Et dans ces échantillons d'eau potable, ils ont trouvé des PFAS dans 43% des échantillons. L'immense majorité présente des niveaux largement inférieurs à la norme européenne, mais pas tous. Vous voyez qu'il y a quelques points noirs. Il y en a un en région lyonnaise, à Saint-Symphorien-d'Ozon. Et globalement, les échantillons sont quand même inférieurs à la norme européenne, donc on se dit que c'est plutôt rassurant. Et effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle, on préfère ça, plutôt qu'avoir une carte avec seulement des points noirs. Mais il faut garder en tête que cette norme, elle est basée sur 20 composés. Et je vous ai dit, potentiellement 3000 dans le milieu. Si on revient sur cette diapo, vous voyez qu'il y a des composés qui sont très abondants. En tout cas, dans ces échantillons-là, je dis pas que c'est le cas partout, hein. Mais vous avez peut-être vu dans la presse récemment des articles qui traitaient de la présence du TFA, donc l'acide trifluoroacétique, le plus court dont je vous ai parlé juste avant, à des quantités de l'ordre du microgramme par litre. Et la norme sanitaire, elle est définie à 0,1 microgramme par litre. Elle inclut pas le TFA par contre. Mais sur le TFA, il y a des enjeux de connaissance, y compris en termes de toxicité. Même si l'Allemagne a déposé auprès de l'ECA un dossier pour faire classer ce composé comme reprotoxique. Donc la toxicité, elle n'est pas entièrement connue, mais il y a quand même des éléments qui peuvent nous amener quand même nous intéresser à ce composé-là, quoi. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur les limites planétaires. Pourquoi en 2023 la limite planétaire pollution ou nouvelles entités a été dépassée? C'est en partie lié au PFAS, pas seulement. Je crois que les auteurs considéraient qu'il y avait aussi les microplastiques et puis d'autres polluants, mais pourquoi les PFAS dans ce cas-là? Donc je vous ai dit qu'on avait une présence avérée à l'échelle planétaire pour les eaux souterraines, mais c'est aussi vrai pour les retombées atmosphériques, pour la pluie par exemple. Est-ce que vous voyez ici différents diagrammes? On va pas les détailler, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a différents contextes, donc un contexte industriel, urbain, rural, éloigné, donc des zones plutôt de référence, et puis s'exprimer de différentes façons, PFOA, PFOS ou la somme de 4 PFAS. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que c'est confronté aux normes sanitaires en vigueur. Donc ici, une norme américaine qui est beaucoup plus basse que la norme européenne, elle est plus récente, la norme européenne, et puis il y a une norme danoise aussi.
Et on a des dépassements qui sont extrêmement fréquents, voire quasi systématiques. Donc le fait que les concentrations en PFAS dans la pluie dépassent ce qu'on considère comme acceptable dans l'eau potable, ça pose question. Et c'est ça qui a mené en partie à considérer que la limite planétaire à pollution était dépassée, si tant est que la limite pollution, elle ne doit pas être tout en bas. Enfin, ça, on peut en discuter, c'est autre chose, mais le seuil acceptable, en tout cas en termes d'impact sur les écosystèmes, est considéré comme étant dépassé. Je terminerai par ce que j'appelle le compartiment biologique aussi, donc la faune en fait. J'ai pas le temps, je vais faire des choix, on pourra en discuter si vous avez des questions là-dessus, mais juste une diapo pour vous montrer que là aussi on a une présence généralisée. Je sais que je me répète, mais c'est la réalité de la situation, y compris pour les organismes vivants. Donc là j'ai choisi juste une figure qui illustre les teneurs du PFOS, donc composé emblématique de la famille, dans le foie des mammifères marins à l'échelle planétaire. Donc ce qu'on voit là aussi, c'est qu'on a des PFAS partout où on en a cherché. Des teneurs qui sont extrêmement élevées, y compris dans les milieux polaires. Donc ça illustre la diffusion à l'échelle planétaire de ces composés-là. Et les teneurs très élevées, on monte à quasiment 3 microgrammes par gramme. C'est extrêmement élevé pour un polluant dans le foie d'un mammifère. Et cette teneur très élevée, elle traduit à la fois le caractère bioaccumulable de certains PFAS, dont le PFOS. Donc bioaccumulable, ça veut dire accumulable par les organismes vivants, et aussi bioamplifiable. La bioamplification, c'est l'augmentation des teneurs quand on passe d'une proie à un prédateur. Et cette amplification, elle va se répéter, plus la chaîne alimentaire va être longue, et plus l'amplification va se répéter. Donc quand on a des chaînes très longues, comme dans l'Arctique, et qu'on travaille sur un prédateur supérieur comme l'ours polaire, mais j'aurais pu utiliser l'homme, mais j'ai pas trouvé une carte qui illustrait ça. Mais on peut aussi être des prédateurs supérieurs. Ça dépend un peu de votre régime alimentaire. Mais vous allez aussi subir la bioamplification des PFAS. On va tous subir ça. On subit tout ça. Parce que si on faisait, mais là je devance peut-être les questions, mais si on faisait des analyses ici dans la salle, on aurait 100% de détection. On est tous imprégnés en fait, à des niveaux divers, et on ne maîtrise pas tous les déterminants, mais en fait, ce caractère omniprésent, on peut le décliner à l'échelle du planétarium aussi. Voilà, généralisé, je le répète encore, excusez-moi. Là, c'est juste un exemple pour vous montrer, juste sur la diapo précédente, on était à l'échelle planétaire, ici c'est juste l'échelle des différentes façades maritimes métropolitaines. Des collègues d'Ifremer à Nantes qui ont revisité, ils ont une banque d'échantillons de bivalves, donc des moules et des huîtres. Et ils ont revisité, ils ont fait une analyse rétrospective de leur banque d'échantillons pour doser les PFAS. Donc ici le PFOS et puis la somme des acides carboxyliques. Ce qu'on voit, c'est des points chauds, en général à proximité des grands estuaires. Et puis des fois des profils singuliers, par exemple le golfe de Fos qui dépasse très largement tous les autres pour les acides carboxyliques. Bon, ça c'est très vraisemblablement lié, à une source locale, industrielle, dans le bassin de Fos. Et puis ça va m'aider aussi à reconstituer l'historique de contamination. Bon, je suis moins convaincu par là. J'ai mis la figure, mais on pourra en parler aussi, si vous avez des questions. Juste pour terminer, sans vraiment rentrer dans le détail, tout ce que je vous ai montré en termes de résultats, c'est généré à partir de ce qu'on appelle des approches ciblées. On définit a priori une liste de composés auxquels on s'intéresse, on développe des méthodes analytiques pour doser les composés, on les quantifie. Mais en fait, parfois on a besoin d'une caractérisation plus globale, on sait qu'on travaille sur une liste restreinte de composés, et donc pour faire un état des lieux plus large, pour mieux comprendre leur activité ou proposer des bilans de masse, on doit avoir des approches complémentaires. Donc soit des méthodes globales, sur le fluor organique par exemple. Donc là on ne raisonne plus à l'échelle moléculaire, mais on a une méthode globale, donc fluor organique, des méthodes indirectes comme la méthode TOP, j'en parle juste après, ou la spectrométrie de masse haute résolution, je vais en parler aussi, juste vous donner un exemple, juste que vous sachiez que ça existe, et qu'on a besoin de ces méthodes pour avoir une vision plus large. Donc la méthode TOP, c'est pareil, je rentre pas, oubliez ce qu'il y a en haut ici. La méthode TOP, elle nous permet de nous attaquer à l'iceberg, c'est l'image qui est souvent utilisée pour les PFAS. Quand on fait l'analyse ciblée, on travaille sur ce qu'on pense être la partie émergée ici. Et en fait, on n'a aucune idée de la taille de la partie, du volume de la partie émergée. Immergée, pardon. La journée est longue, excusez-moi, vous m'avez compris. J'espère. Donc l'idée, c'est de transformer tous les PFAS réactifs dont je vous ai parlé plus précédemment, plutôt dans la présentation, en PFAS qu'on sait doser. Et donc on va faire on fait ça avec une oxydation. Et donc ce qu'on va faire sur un échantillon, c'est une analyse sans oxydation et une analyse avec oxydation. Et par différence, on estime en fait ce volume-là. Donc là, ici, juste on se concentre sur ce qui est encadré en rouge. Alors, on a appliqué cette méthode
aux échantillons de sédiments collectés à l'échelle nationale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'on voit ici, c'est la contribution des composés inconnus. Donc on a une médiane à 50%, et certains échantillons pour lesquels on a 0. Donc 0, c'est super, ça veut dire qu'on a très bien expliqué la contamination en PFAS avec notre analyse ciblée. Donc une médiane à 50%, ça veut dire qu'un cas sur deux, on est bon, et dans l'autre cas, on n'est pas bon. Et parfois, on est très mauvais, puisqu'on montait quasiment à 100%. Et là, ça veut dire, sur un échantillon comme ça veut dire que en fait, la part expliquée par notre analyse ciblée, donc nos 30 molécules, c'est quasiment rien en fait, et on passe complètement à côté de la pollution. Ça veut dire que sur ce site-là, on a un profil singulier, et qu'il y a un effort à faire en termes de caractérisation pour savoir à quoi on a affaire. Là, c'est pareil, on va pas tout regarder, juste la spectrométrie de masse haute résolution, c'est une méthode qui permet d'identifier de faire ce qu'on appelle la recherche de suspects. Donc là aussi, on définit une liste de molécules a priori, mais beaucoup plus large, et on va pas essayer de les quantifier. On a différents critères pour identifier une molécule, et on va juste essayer de mettre en évidence sa présence, avec un degré de confiance qui va varier. Là, je prends juste un exemple de travaux réalisés par des collègues, une étude internationale sur tout le cours du Danube. Et ce qui est intéressant comme conclusion, c'est de voir qu'ils ont recherché 4800 composés. Donc vous voyez, c'est à peu près le nombre que je vous avais indiqué avec la définition au CDE de 2018. Donc ils ont tous recherché. Et ils ont réussi à en mettre en évidence 72 qui n'avaient pas ciblé initialement avec leur analyse quantitative. Ça veut dire que là aussi, il y a beaucoup de composés qui mériteraient qu'on s'intéresse à eux. Et ils ont même fait une évaluation du risque. Ils ont montré que parmi ceux qu'ils avaient nouvellement identifiés, il y en a 13 qui posaient potentiellement un risque toxique. Bon, ça je passe, c'est juste pour vous montrer que c'est une autre approche, c'est une autre application de la spectrométrie de masse haute résolution. C'est juste pour vous montrer que, y compris chez les mammifères marins qui ont un système enzymatique développé et chez lesquels on pourrait s'attendre à ce que tous les composés réactifs aient été transformés, on arrive quand même à avoir toute cette liste ici de composés qui sont des composés qui sont encore réactifs, quoi. En plus des composés, parce que là c'est vraiment ciblé sur les composés d'intérêt émergent, on trouve tout un cortège de composés dits historiques. Pour conclure, donc les PFAS non polymériques sont omniprésents dans l'environnement. On a une très grande diversité de composés potentiellement présents, on les connaît pas tous. On a un contexte réglementaire qui évolue, une réglementation qui se durcit, mais un processus qui est quand même assez lent. Avec des discussions sur les approches. Voilà, est-ce qu'on doit considérer les PFAS comme une seule famille? Voilà, ça c'est une discussion qui est en cours. Et des nécessités bien sûr de réduction et d'élimination des émissions. Et ça va de pair de priorisation des usages. Voilà, savoir ce qui relève de l'usage de confort et ce qui relève de l'usage essentiel. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. C'est un enjeu de recherche super fort et complètement d'actualité. Il y a des projets qui se lancent en fait pour essayer d'identifier des enzymes ou des souches bactériennes microbiennes capables de produire ces enzymes et de dégrader les PFAS. Donc ce qui est connu, c'est pas du tout ma spécialité, mais ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y a quelques souches qui sont capables de casser la liaison carbone-fluor. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas qui sont capables de transformer complètement un PFAS, c'est-à-dire en s'attaquant aussi à la chaîne fluoroalkylée. Donc voilà, il y a des projets de recherche très exploratoires sur le sujet. Après, ce qui existe, c'est des procédés de dégradation abiotiques, donc ils font pas intervenir le vivant. Ça, on sait faire. Il y a des solutions technologiques. Mais bon, voilà, qui impliquent un certain nombre de choix. C'est des solutions qui sont souvent très énergivores, qui peuvent pas forcément être déployées de façon large, donc. Ouais, alors en fait, ça fait plusieurs questions en une. Alors oui, il y a des procédés basés sur l'affinité qui sont mis en œuvre, mais c'est plutôt avec des résines. Mais l'osmose est aussi utilisée. L'osmose, c'est une sorte de filtration avec des pores extrêmement petits qui vont bloquer les molécules d'intérêt, ici les PFAS. Donc l'osmose, c'est typiquement la solution qu'il faut mettre, osmose inverse, c'est la solution qu'il faut mettre en œuvre pour éliminer le TFA dont j'ai parlé sur la fin de mon exposé. Si on met en œuvre simplement un traitement à base de charbon actif qui est couramment utilisé pour abattre les concentrations et les rendre conformes à la norme, on va pas éliminer le TFA. Donc là, on a besoin de l'osmose inverse, mais là encore, c'est cher,
c'est énergivore, donc c'est cher à l'installation et c'est cher pour le fonctionnement. Donc est-ce que c'est une solution qu'on doit développer à large échelle? Je pense que c'est des choix collectifs. Pour l'instant, c'est plutôt utilisé au cas par cas dans les solutions, dans les endroits dans les points chauds de contamination. Et après, par rapport aux émissions, alors je suis pas du tout spécialiste de la synthèse de polymères et je travaille pas en milieu industriel, mais je pense que il faut déjà effectivement arriver à réduire, soit faire évoluer les procédés, soit mettre en œuvre à la source des actions de diminution, voire d'élimination des émissions. Peut-être que les solutions qu'on a évoquées en font partie, et il y en a d'autres. Alors ce serait pas l'utilisation de votre poêle Tefal, parce que le transfert, voilà, c'est ce que je disais, la phase d'utilisation, c'est pas la phase qui est la plus problématique. Si vous cuisez de la viande, de l'œuf, du poisson, des légumes dans votre poêle téflonné, ça va pas générer de contamination significative. Déjà parce qu'en soi, le transfert doit être très faible, et que en plus, les éléments que vous mettez dans votre poêle, ils sont déjà contaminés. Mais alors pourquoi ils sont contaminés? Parce qu'en fait, on utilise aussi plein de PFAS pour produire les polymères fluorés et qu'on n'a pas maîtrisé les émissions. Et donc une source majeure de contamination, c'est les œufs, les produits de la mer. C'est ce qui est considéré comme étant le plus impactant dans notre. Bien sûr, ça dépend de votre régime alimentaire, hein, mais quand même les produits de la mer, les œufs, la viande. Ça peut être l'eau si vous avez la malchance d'habiter sur une zone dans laquelle la ressource en eau est fortement impactée, mais d'une façon générale, et on l'a vu avec les résultats que j'ai présentés, c'est pas l'eau qui est considérée comme étant la principale voie d'exposition chez l'homme, mais plutôt les aliments que j'ai mentionnés. Et la phase de cuisson, c'est pas la phase la plus problématique. Sauf si vous utilisez des pop-corn dans des sachets remplis de PFAS et que vous faites chauffer vos aliments. Là, c'est une autre histoire, mais parce que c'est pas les mêmes PFAS que dans les emballages, que dans les ustensiles de cuisine anti-adhésifs. Excusez-moi, je m'embrouille un peu. La journée est longue. Je prends la première question parce que j'ai des réponses. J'ai pas trop de réponses pour la seconde question. Sur la première, mais j'ai déjà perdu le fil, excusez-moi. C'était quoi la première question? Textile? Ouais, textile technique, ouais, ça j'ai retenu, mais après? Non, c'était quoi la question sur les textiles techniques, pardon? Alors les risques, le risque, c'est, à mon sens, en termes d'exposition, c'est assez faible. Après, ça peut générer, s'il y a trop de résidus dans le tissu, il peut y avoir une volatisation, parce que ça j'en ai pas parlé, mais il y a certains PFAS qui sont volatiles, donc suffisamment volatiles pour passer en phase gazeuse et donc dans l'air intérieur. Donc il peut y avoir une exposition à ce niveau-là, mais je pense que par rapport à l'ingestion d'aliments contaminés, c'est vraiment complètement négligeable. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que quand vous lavez ces vêtements, en fait, il y a une partie des PFAS utilisés pour le traitement qui peuvent partir dans l'eau de lavage, donc arriver en station d'épuration, être partiellement dégradés, puis finir dans les milieux récepteurs, donc nos cours d'eau. Il y a des alternatives, il faut le savoir. J'en parlais ce matin à Lyon, justement. Il y a même des marques, en fait, qui en font un argument commercial. Vous trouvez un certain nombre de marques qui indiquent sans PFC, c'est l'ancien acronyme, sans PFC, sans PFAS, sans PFOA, puisqu'il y a des alternatives aux matériaux fluorés, avec des performances tout à fait satisfaisantes pour l'usage qu'on en a. Hein. On part pas sur la Lune, où on n'est pas en train de faire face à un feu. Enfin, il y a des usages, des niches pour la protection des travailleurs dans un contexte de risques chimiques pour lesquels pour l'instant on n'a pas d'alternative au PFAS. Par contre, pour votre veste de sport d'extérieur, là, il n'y a pas de question, il y a pas de question à se poser sur l'existence d'alternatives. Elles sont déjà sur le marché. Et pour les cosmétiques, je serais bien embêté pour vous dire à quoi servent les PFAS dans les cosmétiques. Enfin, ça va avoir un rôle dans la formulation, mais si vous regardez la formulation des cosmétiques, le principe actif, c'est, je sais pas, quelques ingrédients, et puis après, la liste est super longue. Je pense qu'ils sont là pour stabiliser l'émulsion, peut-être. Je bluffe pas, hein. Je pense que ça sert en partie à ça, mais il y a certainement d'autres usages, mais c'est des émulsifiants, donc on peut imaginer que dans certains cosmétiques, ils soient utilisés pour ça. On a déjà eu cette discussion à midi, hein.
Et en fait, je pense que c'est juste que c'est pas rétroactif, mais en fait, si on faisait une analyse rétrospective, je pense qu'on pourrait dire, ah ben non, en fait, c'est en 2015 ou en 2012 parce qu'on a eu les données suffisantes qui nous permettaient de l'affirmer, mais c'est juste que je pense que je sais pas à quelle fréquence est fait l'examen, la réévaluation de ça j'en sais rien, hein. Je présente ces figures parce que je trouve que ça illustre quand même les différents types de pression. Après, je suis pas familier de leur méthode et de leur démarche. Je sais pas donc à quelle fréquence ils réévaluent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2023, il y a ce papier qui sort et qui montre le dépassement ces concentrations là dans l'eau de pluie, je vous ai montré, avec un dépassement des normes en vigueur pour l'eau potable. Donc là, on sait c'est une interprétation. On considère que ça, c'est pas acceptable et que donc on dépasse la limite. Ah si, parce que ça, c'est lié à comme je disais, hein, les émissions, ça démarre en 1950. Hein. Donc ça va crescendo, on voit que, par exemple, après c'est très variable, mais le pic d'émissions, c'est plutôt autour des années 2000. Parce qu'en fait, il y a quand même un temps de réponse des écosystèmes entre la mise sur le marché des produits. Comme je disais, les composés qui entraînent un dépassement des normes, c'est des composés de type PFOA, PFNA, PFOS, donc des petits, les historiques. Quelle a été la vitesse, en fait, de transfert vers l'atmosphère et dans les retombées, je pense pas qu'on ait de recul en fait. On voit bien, hein, il y a des tendances temporelles. Moi j'ai montré une carotte, une archive sédimentaire, il y en a d'autres qui ont été prévues ailleurs, qui montrent qu'on a quand même plutôt un pic un peu partout à l'échelle globale dans les années 90-2000. Et peut-être que la limite était déjà dépassée à ce moment-là. Mais j'ai pas vu d'études rétrospectives, je sais pas s'il y a des banques d'échantillons d'eau de pluie. Mais il y a de la glace, on pourrait regarder la glace. Et je crois pas que ça ait été fait dans la glace. Tout petit, j'étais pas chimiste de l'environnement, j'ai une formation de chimiste, j'ai une formation en chimie générale, j'ai fait une école de chimie à Villeurbanne, une école d'ingénieur chimiste. Et je me suis spécialisé en chimie analytique, parce que la chimie analytique, c'est un outil, pour moi en tout cas, c'était un outil qui permet de traiter des questions environnementales. Ça m'intéressait aux questions environnementales et j'avais envie de faire de la chimie de l'environnement. Et j'ai commencé, à faire des stages en océanographie et à commencer à travailler en chimie de l'environnement. Et quand j'étais ce qu'on appelle postdoctorant, donc après avoir fait un doctorat, c'est écrit nulle part, mais si on veut travailler dans le milieu académique, on est censé faire ce qu'on appelle un postdoctorat, donc un CDD dans un laboratoire, pour écrire des papiers et avoir un meilleur dossier. Quand j'étais en postdoctorat, dans les colloques auxquels je participais en Europe, je voyais cette thématique qui montait. Au départ, quelques présentations, puis une session, puis 2 sessions, puis toute une journée dédiée à ces composés-là. Et au niveau national, personne s'en était saisi. Donc je me suis dit, tiens, pour me présenter sur les concours, parce qu'on passe des concours après pour entrer au CNRS ou à l'université, je me suis dit, je vais choisir cet objet d'étude, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et j'ai dû être convaincant parce que j'ai été recruté. Et en fait, depuis, je travaillais sur les PFAS et d'autres familles de composés qu'on appelle organo-halogénés. Donc ils vont contenir pas du fluor, mais du brome ou du chlore. Et là, maintenant, je travaille depuis 15 ans sur les PFAS et depuis quelques années quasi exclusivement sur ces composés-là. Donc je m'y suis tenu en fait. Mais je pense que si j'ai la foi, je pense que je peux travailler jusqu'à la retraite seulement sur les PFAS en fait, parce qu'il y a tellement de questions qui se posent en fait, il y a énormément de questions à régler. Le front des connaissances en fait progresse énormément. On a combien de temps dans nous? Une minute, c'est ça? Mais j'aime pas la thèse en 3 minutes, j'aime pas trop quand on simplifie trop. Attends, je tiens juste à dire que je l'ai malmené aujourd'hui, qu'il a déjà fait une conférence ce matin à Lyon, qu'on est venu en train jusqu'ici. Non, mais je réponds à vos questions avec plaisir. Donc mon travail, en fait, je sais pas si je vous dis en quoi ça consiste vraiment, parce que ça va pas vous faire rêver, parce que au stade où j'en suis dans ma carrière, ça consiste essentiellement à répondre à des appels à projets pour récupérer des crédits pour faire tourner l'équipe, corriger des rapports, voilà. Mais ça reste, c'est une autre façon de faire de la science, hein, plus dans le management. Mais sinon, l'activité du labo, quand on est un chimiste de l'environnement qui travaille sur ces composés-là, c'est déjà de développer des méthodes pour être capable de les doser. Ça, c'est un prérequis.
Et puis dans notre équipe, on fait tout de A à Z, c'est-à-dire qu'on va aussi sur le terrain. Enfin, on conçoit, on pose les hypothèses et les questions de recherche. On va chercher les échantillons sur le terrain. Donc souvent, on travaille dans un contexte qu'on qualifie d'interdisciplinaire. On travaille beaucoup avec des gens qui font de l'écotoxicologie, donc la toxicologie de l'environnement, avec des gens qui font de l'écologie, qui s'intéressent aux relations trophiques, donc de prédation entre espèces. On travaille avec ces gens-là pour mieux comprendre justement la circulation des PFAS et leur impact. Donc on va faire des dissections parfois. J'ai appris à faire des prises de sang sur des poissons et à les disséquer, alors que j'avais pas du tout la formation pour faire ça. On collecte de l'eau, des sédiments dans différents contextes. On les ramène au labo et là on procède à ce qu'on appelle un traitement de l'échantillon. On peut pas doser les PFAS juste directement à partir de l'échantillon, à part pour l'eau où on sait faire ça maintenant. On peut injecter directement un échantillon d'eau dans nos appareils. Et sinon, il y a différentes étapes de préparation, d'extraction. Quand on a des PFAS dans un échantillon solide, on est obligé de les solubiliser. Donc on va faire l'équivalent de ce que vous faites avec le café ou le thé, quand on va faire une infusion. On va récupérer les PFAS, on va purifier l'extrait et ensuite seulement on va pouvoir l'analyser. Parce qu'on a des matrices très complexes. Je disais un nanogramme par litre, c'est un sucre dans une piscine olympique. Quand on a du nanogramme par gramme ou par kilo dans des tissus biologiques, en fait, il y a essentiellement de tout sauf des PFAS, quoi. Donc il faut qu'on arrive à éliminer au maximum ce qui constitue la matrice de l'échantillon en étant le plus sélectif possible pour ensuite pouvoir doser les PFAS. Voilà, je sais pas si je réponds à votre question, mais... J'étais sur l'estuaire sur la Gironde il y a 10 jours, mais je crois que j'avais pas fait terrain depuis 2 ans. Mais j'aimerais bien en faire plus, ouais, mais c'est difficile. Déjà, je fais presque plus de dosage moi-même, hein, c'est très rare. Pour former des étudiants parfois, mais sinon, j'ai plus le temps de faire ça. Mais voilà, c'est l'évolution, c'est pas un cas isolé, hein, c'est l'évolution des carrières, c'est ça, quoi. Bien, s'il n'y a pas plus de questions, on remercie grandement notre conférencier de ce soir. Merci à vous. Voilà.